chapitre 14b. Et je pense à Jacqueline qui en fut atteinte. Jacqueline, cette Ivoirienne qui avait désobéi à ses parents protestants pour épouser Samba Diak, le promotionnaire de Maodoba, médecin comme lui, affecté à sa sortie de l'école africaine de médecine et de pharmacie à Abidjan. Jacqueline nous fréquentait, puisque son mari fréquentait les nôtres. En regagnant le Sénégal, elle atterrissait dans un monde nouveau pour elle, un monde différent en réaction, tempérament et mentalité de celui où elle avait évolué. De plus, les parents de son mari, toujours les parents, la boudaient d'autant plus qu'elle ne voulait pas embrasser la religion musulmane et allait tous les dimanches au temple protestant. Noire et africaine, elle aurait dû s'intégrer sans heurts dans une société noire et africaine, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ayant passé entre les mains du même colonisateur français. Mais l'Afrique est différente, morcelée. Un même pays change plusieurs fois de visage et de mentalité, du nord au sud ou de l'est à l'ouest. Jacqueline voulait bien se sénégaliser, mais les moqueries arrêtaient en elle toute volonté de coopération. On l'appelait Niak et on l'avait fini par percer le contenu de ce sobriquet qui la révoltait. Son mari, qui revenait de loin, passait ses loisirs à pourchasser les Sénégalais fines, appréciait-il, et ne prenait pas la peine de cacher ses aventures, ne respectant ni femme, ni ses enfants, ni sa femme, ni ses enfants. Son absence de précaution mettait sous les yeux de Jacqueline les preuves irréfutables de son inconduite. Mots d'amour, talons de chèques portant les noms des bénéficiaires, factures de restaurants et de chambres d'hôtel. Jacqueline pleurait, Samba Diak nonçait toujours. Et un jour, Jacqueline se plaignait d'avoir une boule gênante dans la poitrine, sous le sein gauche. Elle disait avoir l'impression d'être pénétrée là par une pointe que fouillait la chair jusqu'au dos. Elle geignait. Maodo l'ausculta, rien au cœur, dit-il. Il prescrivit un calmant. Jacqueline prit avec ardeur ses comprimés, tenaillée par la douleur insidieuse. Le flacon vide, elle constata que la boule demeurait à la même place. La souffrance la harcelait avec la même acuité. Elle s'en ouvrit à un médecin compatriote qui demanda son électrocardiogramme, ordonnant des analyses diverses de sang. Rien dans le tracé électrique du cœur, rien d'anormal dans le sang. Il prescrivit lui aussi un calmant, de gros comprimés effervescents qui ne vinrent pas à bout de l'angoisse de la pauvre Jacqueline. Elle pensa à ses parents, à leur refus de cautionner son mariage. Elle leur écrivit une lettre pathétique où elle implorait leur pardon. Leur bénédiction lui parvint, sincère, mais ne put rien contre l'étrange pesanteur de la poitrine. En amenant Jacqueline à l'hôpital de Fann sur la route de Ouakam, près de l'université, qui envoie en stage, comme à l'hôpital Aristide Le Dantec, ses étudiants en médecine. Ce centre hospitalier n'existait pas au temps des études à l'école de médecine et de pharmacie de Maodoba et Samba Diak. Il comprend plusieurs services abrités par des bâtiments autonomes ou reliés pour faciliter la communication. Ces constructions n'arrivent pas, malgré leur nombre et leur masse, à garnir l'immense terrain où l'hôpital est implanté.
En y pénétrant, Jacqueline pensait aux fous qu'on y internait. Il fallut lui expliquer que les fous étaient en psychiatrie et que, en ces lieux, on les appelle malades mentaux. Ils n'étaient pas violents d'ailleurs. Ceux-là étaient internés à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Jacqueline était en neurologie et nous qui venions la visiter apprîmes que l'hôpital abritait également des services où l'on soignait la tuberculose et les maladies infectieuses. Jacqueline était prostrée dans son lit. Ses beaux cheveux noirs délaissés, qu'aucun peigne n'avait démêlés depuis qu'elle courait de médecin en médecin, formaient sur sa tête des touffes hirsutes. Le foulard qui les protégeait en se déplaçant découvrait l'enduit de mixture des racines que nous y versions car nous avions recours à tout pour arracher cette sœur à son univers infernal. Et c'est ta mère, Aïssatou, qui allait consulter pour nous les guérisseurs et ramener de ses visites Safara et directives de sacrifice que tu t'empressais d'exécuter. Jacqueline pensait à la mort. Elle l'attendait, craintive et tourmentée, la main sur la poitrine, là où la boule invisible, tenace de jouer tous les pièges, se moquait avec malice de tous les tranquillisants. Jacqueline avait pour voisine de chambre un professeur de lettres, assistante technique enseignant au lycée Faidherbe de Saint-Louis. De Saint-Louis, dit-elle, elle n'a pu connaître que le pont qui enjambe le fleuve. Un mal de gorge, aussi soudain que violent, l'a empêchée de prendre service et l'a conduite ici où elle attend son rapatriement. Je l'observe souvent, vieille pour son état de demoiselle, maigre, anguleuse même, sans charme attachant. Les études avaient dû être les seules distractions de sa jeunesse. Revêche, elle a dû bloquer tout élan passionnel. Un poste de professeur au Sénégal a dû correspondre à ses rêves d'évasion. Elle est ainsi venue, mais tous ses rêves avortés, toutes ses espérances déçues, toutes ses révoltes tues se sont liguées à l'assaut de sa gorge que protégeait un foulard bleu marine à pois blanc qui tranchait sur la pâleur de sa poitrine. Le médicament qui badigeonnait la gorge bleuissait les lèvres minces, pincées sur leur misère. Elle avait de grands yeux bleus, lumineux, seule clarté, seule charité céleste dans l'ingratitude du visage. Elle regardait Jacqueline. Jacqueline la regardait. Elle tâtait sa gorge. Jacqueline tâtait sa poitrine. Et nous rions de leur manège, surtout quand la malade de chambre voisine arrivait pour causer, dit-elle, et découvrait son dos à la caresse rafraîchissante du climatisateur. Elle souffrait de bouffées de chaleur excessivement brûlantes à cet endroit. Étranges et multiples manifestations de dystonie neurovégétative. Docteur, prenez garde, surtout si vous n'êtes point neurologue ou psychiatre. Souvent, les maux dont on vous parle prennent racine dans la tourmente morale.
Ce sont les brimandes subies et les perpétuelles contradictions qui s'accumulent quelque part dans le corps et l'étouffent. Jacqueline, aimant la vie, supporta vaillamment prise de sang sur prise de sang. On refit électrocardiogramme et radiographie pulmonaire. On lui fit un électroencéphalogramme qui décela des traces de souffrance. Un électroencéphalographie gazeuse s'avéra dès lors nécessaire. Elle est douloureuse à l'extrême, accompagnée toujours d'une ponction lombaire. Jacqueline demeura ce jour-là clouée au lit, plus pitoyable et plus hagarde que jamais. Samba Diak se montra gentil et affecté devant le délabrement de sa femme. Un beau jour, après un mois de traitement, piqûre intraveineuse tranquillisant, après un mois d'investigation, alors que sa voisine française avait regagné son pays, le médecin-chef du service de neurologie convoqua Jacqueline. Elle eut en face d'elle un homme que la maturité et la noblesse du métier embellissaient davantage, un homme que le commerce de la plus déplorable des misères, l'aliénation mentale, n'avait point aigri. Il fouilla ses yeux aigus, habitués à jauger les yeux de Jacqueline pour déceler dans cette âme la source des angoisses qui perturbaient l'organisme. D'une voix douce, rassurante, qui était déjà un baume pour cet être exalté, il confia: « Madame Diak, je vous garantis la santé de votre tête. Les radios n'ont rien décelé. Les analyses de sang non plus. Vous êtes simplement déprimée, c'est-à-dire pas heureuse. Les conditions de vie que vous souhaitez diffèrent de la réalité et voilà pour vous des raisons de tourment. De plus, vos accouchements se sont succédés trop rapidement. L'organisme perd ses sucs vitaux qui n'ont pas le temps d'être remplacés. Bref, vous n'avez rien qui compromette votre vie. Il faut réagir, sortir, vous trouvez des raisons de vivre. Prenez courage. Lentement, vous triompherez. Nous allons vous faire une série de chocs sous curare qui vous détendront. Vous pourrez partir ensuite. » Le médecin ponctuait ces mots de hochement de tête et de sourires convaincants qui mirent en Jacqueline beaucoup d'espérance. Ranimée, elle nous rapporta ses propos et nous confia qu'elle était sortie de cet entretien à moitié guérie. Elle connaissait le noyau de son mal et le combattrait. Elle se moralisait, elle revenait de loin, Jacqueline. Pourquoi ai-je évoqué l'épreuve de cette amie? À cause de son issue heureuse? Ou seulement pour retarder la formulation du choix que j'ai fait, choix que ma raison refusait, mais qui s'accordait à l'immense tendresse que je vouais à Modou Fall? Oui, je voyais bien où se trouvait la bonne solution, la digne solution. Et, au grand étonnement de ma famille, désapprouvé unanimement par mes enfants influencés par Daba, je choisis de rester. Modou et Maodo, surpris, ne comprenaient pas. Toi, mon ami, prévenu, tu ne fis rien pour me dissuader, respectueuse de mon nouveau choix de vie. Je pleurais tous les jours. Dès lors, ma vie changea. Je m'étais préparé à un partage équitable selon l'islam dans le domaine polygamique. Je n'eus rien entre les mains. Mes enfants qui constataient mon option me boudaient,
Face à moi, il représentait une majorité que je devais respecter. Tu n'es pas au bout de tes peines, prédisait Daba. Le vide m'entourait et Modou me fuyait. Les tentatives amicales ou familiales pour le ramener au bercail furent vaines. Une voisine du nouveau couple m'expliqua que la petite entrait en transe chaque fois que Modou prononçait mon nom ou manifestait le désir de voir ses enfants. Il ne vint jamais plus. Son nouveau bonheur recrouvit petit à petit notre souvenir. Il nous oublia.